Alors, je viens au personnage d'Épiphane de Moira. Alors voilà un personnage qu'on ne connaît pas. Très peu de gens ont entendu parler de lui. Or, c'est un personnage extraordinaire parce qu'il est arrivé en Martinique au début de la colonisation française. On n'avait même pas encore rédigé le Code noir. Et lorsque cet homme arrive au début de la colonisation française, il arrive exactement au moment où Blénac, le gouverneur général des Antilles, mais qui a son siège ici à Fort-de-France, ou plus exactement dans la caserne, on appelait la caserne de Fort-Royal, qui deviendra plus tard le Fort Saint-Louis. Eh bien, lorsque Blénac fait construire Fort-de-France, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, on l'a déjà expliqué, mais Fort-de-France sur un immense marécage, eh bien, il le fait avec des esclaves. Et il le fait avec des esclaves qu'il maltraite, et il y a énormément de révoltes dont je vais vous parler tout à l'heure. Et lui, pourtant j'ai pas bougé le micro, je sais pas. Et lui, Épiphane de Moiran, eh bien, s'oppose à cela. Et nous allons voir les arguments qu'il utilise contre cela. Épiphane de Moiran, c'est un moine capucin qui est donc nommé ici de France. Nous allons le voir aussi tout à l'heure quand je vais présenter sa biographie. Et il est nommé, enfin à Fort-Royal, puisque ça ne s'appelait pas Fort-de-France, et il est nommé dans la chapelle dite du cul-de-sac royal, c'est-à-dire une chapelle qui était faite, dit-on, pas dit-on, nous avons y compris les gravures, qui étaient faites en torche et en paille. Et cette chapelle se trouvait là où se trouve aujourd'hui la cathédrale de Fort-de-France. Il était donc prêtre ici. Je vais brosser ce tableau en 3 parties pour vous. D'abord une première partie qui est peut-être un peu longue, mais qui est, je vais essayer de la réduire, je vous avertis, mais qui est nécessaire pour comprendre ce qu'est l'esclavage à ce moment-là, dans les 50 premières années. Les 50 premières années vont de 1635, c'est-à-dire au moment où les Français décident de prendre possession de la Martinique, et va à 1685, c'est-à-dire au moment où on va proclamer le Code noir, enfin ce qu'on va appeler le Code noir, qui était le fameux édit du 16 mars 1685. Eh bien, donc je vais parler de cette première partie. La deuxième partie, je vais montrer un petit peu les débats qui existent sur l'esclavage, s'il y a débat, et surtout la position d'Épiphane de Moiran. Et dans la troisième partie, là, je vais m'arrêter sur le personnage d'Épiphane de Moiran, mais surtout sur les revendications qu'il a mises en avant, parce que ces revendications, eh bien, sont absolument plus progressistes qu'on puisse l'imaginer, puisque voilà un homme qui, à l'époque, non seulement réclame l'abolition de l'esclavage et l'abolition de la traite, mais il réclame que les esclaves soient, qu'il y ait une réparation à l'égard des esclaves. C'est-à-dire que comme ils ont été mis en esclavage, eh bien, il faut leur payer tout le travail qu'ils ont fait comme esclaves, il faut leur donner la terre qu'ils ont cultivée et il faut leur donner des indemnités à cause des bénéfices qui sont faits porter aux autres. Et il se bat sur ça, et c'est un texte qu'il envoie au pape et qu'il envoie, mais nous reviendrons sur ça. Alors sur la première partie, lorsque je vais parler de ce que c'est que l'esclavage au moment où arrive Épiphane de Moiran, eh bien, la situation sociale pendant ces 50 premières années, 1635-1685, eh bien, ne fait que s'étendre parce qu'il y a une intensification de l'arrivée des esclaves. Il faut savoir que dès le début, il y a un nombre impressionnant de révoltes d'esclaves. Dans les 25 premières années, ce qui va de 1635 à 1660. Pourquoi je prends ces deux dates? 1635, j'ai déjà expliqué, c'est lorsque les Français prennent possession. Mais 1660, c'est lorsqu'on a fini de massacrer les Caraïbes et de les chasser.
de la Martinique. Pendant ces 25 premières années, eh bien, il y a de fréquentes escarmouches de ce qu'on appelle les Kalinago, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle des Caraïbes, ils disent qu'ils sont des Kalinago. Mais dans ces révoltes qui se font dans ces 25 premières années, eh bien, il y aura quelqu'un comme Séchou, qui est un esclave, qui se soulève en 1655 et qui fait partie des troupes de Kalinago qui attaquent le fort Saint-Pierre. Il fait partie, et il y a des textes, bon, je reviendrai pas dessus, mais en fait, beaucoup d'esclaves marrons, lorsqu'ils marronnaient, ils allaient rejoindre les Kalinago pour mener cette révolte. Les actes de marronnage et de coalition sont extrêmement importants. En particulier, il y a les révoltes, celle du 29 novembre 1656, ou bien celle du 29 août 1657, celle de Séchou en 1655, dont je vous ai déjà parlé. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, j'ai déjà fait des conférences à l'époque sur cela, mais c'est pour vous montrer que cela a une grande importance, parce que cela marque l'esprit des premières générations des colons français. Mais lorsque les Kalinago ont été... Je ne sais pas, j'essaie de ne pas... Ça va, vous entendez? J'essaie de ne pas bouger le micro parce que je ne connais pas de la scène. Lorsque les Kalinago ont été expulsés de la Martinique, après le traité de 1660, eh bien les mouvements d'esclaves ne prennent pas fin. Pourquoi? Parce que de 1660 à 1685, il y a une augmentation de plus en plus forte de la traite négrière. Parce qu'on a découvert une nouvelle culture. Au début, les colons faisaient comme culture le pétun, c'est-à-dire le tabac. Mais ils ont découvert une nouvelle culture, c'est le sucre. Et à partir de ce moment, avec le sucre, eh bien, on a besoin d'une main-d'œuvre encore beaucoup plus forte, et on fait venir des esclaves. Avec quelque chose qui modifie complètement la population. Parce que jusqu'aux années 60, les esclaves sont moins nombreux que les blancs. Mais à partir des années 1660, les esclaves commencent à devenir majoritaires et commencent à être plus nombreux. Or, plus il y a des esclaves, naturellement, plus la crainte des révoltes augmente, mais plus aussi les révoltes elles-mêmes augmentent. Et en particulier, il y a en 1665 une guerre extrêmement importante qui est menée par des marrons, quelqu'un qu'on appelle Francisque Fabulé. Et Francisque Fabulé, alors en 1665, eh bien, va mener une guerre qui va durer de 1665 à 1671. Il est arrivé quelquefois à mettre près de 900 esclaves en route. Alors 900 esclaves, je ne sais pas si vous imaginez, vous devez vous dire 900 c'est pas beaucoup, sauf que la population de la Martinique à ce moment était de 9000 personnes. Donc lorsque vous avez 900 esclaves, vous avez 10% de la population qui se soulève dans les bois. Et il y a une ampleur et il y a un phénomène de panique chez les colons. Et cette effervescence, naturellement, existe dans les autres îles. Parce que je vous ai parlé, nous parlons encore de la Martinique, mais des autres îles dont je vous ai parlé, parce que toutes les autres îles imitent le même système. Ces fameux 18 îles dont je vous ai parlé, eh bien, imitent aussi le système, même si le système est beaucoup plus développé en Martinique que dans les autres îles. En Guadeloupe aussi, la Guadeloupe, c'est à peu près le même niveau démographique que la Martinique, un peu moins, mais c'est à peu près le même niveau. Les autres îles, par contre, c'est beaucoup plus bas. Mais les révoltes sont nombreuses et les dispositifs de répression sévères pris par les maîtres sont extrêmement importants. Alors parmi les dispositifs, il y a la mise au fer, il y a la chasse aux marrons, il y a la condamnation aux galères, mais malgré tout cela, le marronnage s'amplifie. Le 13 octobre 1671, le Conseil souverain de la Martinique. Alors qu'est-ce que c'est que le Conseil souverain? C'est l'assemblée qui réunit les colons les plus riches. Et les colons les plus riches sont ceux qui entourent le gouverneur et qui imposent leur position. Eh bien, ils vont renforcer les dispositions répressives en 1671. Par exemple,
la chasse à l'homme systématique. On va mettre en place ce qu'on appelle des milices. Le fouet, hein, la peine du fouet. La mutilation par amputation du jarret. Les condamnations à mort. Lorsque vous aviez marronné une fois et que vous recommenciez et que votre marronnage avait duré plus de 2 mois, eh bien vous étiez condamné à mort. Ça va. Ensuite, cette peine de mort qui est appliquée aux esclaves, eh bien non seulement on la généralise, mais en plus, eh bien, on veut que cela soit généralisé à toutes les Antilles. On va même voir, en 1683, nous arrivons un peu à la fin de la période, un règlement du Conseil souverain de la Martinique qui interdit l'achat de noirs esclaves qui avaient séjourné chez les Kalinago de la Dominique ou ceux de Saint-Vincent. Alors oui, je n'ai pas expliqué. Lorsqu'on a expulsé les Kalinago de la Martinique, mais aussi de Saint-Christophe, mais aussi de Marie-Galante, mais aussi des Saintes, mais aussi de la Guadeloupe, et aussi des îles anglaises, comme la partie anglaise de Saint-Christophe, mais aussi Antigua, mais aussi Montserrat, mais aussi lorsqu'on les a expulsés là, on leur a donné deux possibilités, soit de se réfugier en Dominique, soit de se réfugier à Saint-Vincent. C'est les deux endroits. Ce qui fait que lorsqu'il y avait des révoltes de marrons, comme à Sainte-Lucie ou à la Martinique, eh bien, les esclaves, lorsqu'ils pouvaient fuir, eh bien, ils fuyaient pour aller rejoindre soit Saint-Vincent, soit la Dominique, pour pouvoir se réfugier. Vous voyez que donc la solidarité entre les îles existait déjà à l'époque. C'est un peu pour ça. Alors là, je fais un excursus. Je suis toujours un petit peu embêté quand je vois toute cette haine qu'il y a contre les Dominicains, qui sont ici, ou bien contre les Saint-Luciens, alors que dans notre histoire, il n'y avait rien de si solidaire qu'on a retrouvé d'ailleurs au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848, mais qu'on a retrouvé récemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gens qui partaient, les dissidents qu'on a retrouvés. Bon, c'est un excursus, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. En tous les cas, les hommes du terrain sont extrêmement durs. La croissance accélérée du nombre d'esclaves eh bien, crée quelque chose de terrible. Et les colons demandent que l'on prenne des dispositifs. L'État français, l'État royal, à l'époque nous avons affaire à Louis XIV, eh bien, dans la gestion de son domaine colonial, a définitivement opté pour l'esclavage. Et il réfléchit d'ailleurs à une créolisation des affaires. Il se dit que si les esclaves se révoltent, c'est parce qu'on les fait venir d'Afrique et qu'ils ont envie de revenir en Afrique. Par contre, si on les fait naître ici, c'est ce qu'on appelle donc la créolisation, eh bien, ils vont peut-être être plus antillais, c'est-à-dire être membres des Indes, parce que c'est comme ça qu'on désignait les Antilles, c'était les Indes occidentales. Eh bien, et on propose donc en 1672 d'acheter autant de femmes que d'hommes esclaves. Cela pour la reproduction. Au départ, on ne voulait pas acheter des femmes, puisqu'on se dit ça ne travaille pas autant que les hommes. Mais en fait, c'était leur point de vue. Mais là, ils décident qu'il faudra les faire venir et on multiplie les primes pour l'importation d'esclaves, y compris d'esclaves femmes. Les produits coloniaux, en plus, ont une place de plus en plus importante dans le commerce extérieur de la France et la puissance économique du pays se renforce. Alors, l'État français a réfléchi à plusieurs éléments. D'abord, on voit qu'il y a 18 territoires, multiplicité des territoires colonisés. Il y a une population qui croît de plus en plus. Il y a aussi les riches colons qui maintenant qu'ils sont là et qu'ils ont une certaine richesse avec le sucre, commencent à avoir des écarts de conduite et qui veulent faire ce qu'ils veulent sans s'occuper de la France. D'ailleurs, les colons, à ce moment, se battent pour l'autonomie déjà. Hein, vous savez que maintenant, ils sont plus français que les Français.
Mais à l'époque, ils se battaient pour une grande indépendance, une grande autonomie. D'ailleurs, les premières révoltes de colons ne viennent pas des États-Unis, contrairement à ce qu'on croit avec la révolte des 13 colonies américaines. Les premières révoltes de colons viennent de la Martinique, puisque la première grande révolte de colons a lieu au Diamant en 1717. L'an dernier, c'était le tricentenaire de cette insurrection. Et comme ils étaient furieux contre le pouvoir royal, ils ont embarqué le gouverneur, ils ont embarqué l'intendant, ils ont embarqué tous les gens et ils les ont renvoyés en France en disant nous allons nous diriger nous-mêmes, vu que nous sommes suffisamment puissants, avec un homme qui s'appelait Dubuc, qui s'était construit un château extraordinaire. J'espère que vous avez déjà vu ce château. En plus, il y a un développement accru de la mise en esclavage noir africain et par conséquent, le pouvoir royal est dans une espèce d'ambiguïté. Parce qu'en France, les lois françaises interdisent l'esclavage. Le roi de France, et d'ailleurs, il y a un texte qui est pris en 1572, qui est pris par le Parlement de Bordeaux et qui dit qu'on ne doit pas vendre des esclaves en France parce que la terre de France est mère de liberté. C'est ça la formule. Et lorsque on arrive en 1638, 3 ans après le début de la colonisation de la Martinique, lorsqu'on arrive en 1638 et que les colons martiniquais veulent avoir encore plus d'esclaves, et comme ils achetaient les esclaves entre les mains des Flamands, c'est-à-dire les Néerlandais ou bien aux mains des Espagnols, ils veulent aller les chercher eux-mêmes, eh bien le roi de France n'est pas d'accord parce qu'il se dit, mon Dieu, comment on va faire dans un premier temps? Et puis finalement, il fait semblant de ne pas voir. Il l'accorde parce que son premier ministre, Richelieu, qui est cardinal, pourtant, eh bien, leur dit, maintenant, vous pouvez aller, et il accepte de créer la fameuse compagnie du Sénégal pour aller chercher. En tous les cas, la royauté est dans une difficulté parce que il y a ce texte du Parlement de Bordeaux. Texte qui est tellement important qu'un siècle plus tard, c'est-à-dire 120 ans plus tard, en 1691, lorsque on a déjà édicté le Code noir, en 1600, puisque le Code noir est de 1685. En fait, il a été rédigé en 1683. En 1691, alors qu'on a déjà rédigé le Code noir, eh bien, il y a des colons martiniquais qui arrivent en France avec leurs esclaves, et les 2 esclaves s'échappent lorsqu'ils sont arrivés en France. Et les colons veulent à tout prix les reprendre. Et ils posent un jugement devant le tribunal, et ils envoient même une lettre au secrétaire d'État à la marine qui leur dit, mais non, je n'ai pas jugé à propos de les renvoyer dans les îles. La liberté est acquise par les lois du royaume aux esclaves aussitôt qu'ils en touchent la terre. Je ne sais pas si vous voyez tout, la complexité, mais l'ambiguïté et l'hypocrisie du pouvoir royal, qui en France n'accepte pas l'esclavage et dit une fois que l'esclave a mis les pieds en France, il est libre, mais qu'il l'accepte pour les colonies françaises. Et même, ça va encore plus loin, en 1696, le ministre des colonies répond à l'intendant de Martinique. Il lui dit, mais je suis très embarrassé, parce que vous me demandez de produire une ordonnance qui permette aux habitants, c'est-à-dire aux colons des îles, de conserver leurs nègres esclaves en France, lorsqu'ils veulent se servir de la liberté acquise à tous ceux qui en touchent terre. Et il leur dit, mais non, si vous êtes colons et que vous venez avec vos esclaves en France, une fois qu'ils ont mis pied en France, ils ne sont plus esclaves. Et or, les colons qui vivent ici avec leur quinzaine ou leur centaine d'esclaves
lorsqu'ils vont en France, ils viennent avec leurs esclaves et on leur dit qu'ils ne sont plus propriétaires. Et on écrit à l'intendant de Martinique pour lui dire, mais non, on ne peut pas. Et ça se passe en 1696. C'est-à-dire qu'il y a déjà le texte. Non, j'insiste sur cet élément. C'est pour que vous compreniez toute l'ambiguïté qu'il y a. D'ailleurs, la royauté qui s'oblige à établir une démarche sur ça, alors on ne parle pas d'esclavage. Ils vont faire un édit, ce fameux édit qu'on a appelé le Code Noir. Mais vous voyez bien, d'ailleurs, on ne l'appelle pas Code Noir en 1685. On l'appelle Code Noir en 1718, lorsque les choses ont déjà changé. À l'époque, on l'appelle un édit sur la police des Noirs. C'est-à-dire comment gérer la question des Noirs. Mais il ne s'agit pas, ce n'est pas un édit sur l'esclavage. Et Colbert, qui est un malin, alors je vois souvent sur Facebook, il y a un gars qui lui écrit un truc chaque fois, il dit que Colbert a sa statue devant l'Assemblée nationale et il n'y a aucun nègre que ça dérange, etc. Mais le Colbert qui est un malin, eh bien, il écrit à tous ses intendants et à Blénac en particulier, et à Patoulet. Il leur écrit pour lui demander des conseils pour savoir comment il va rédiger son fameux édit pour la police des Noirs et pour la conversion à la religion catholique de peuples qui vivent dans l'animisme. Hein, vous voyez, donc il ne s'agit pas de parler d'esclavage, il s'agit bien de présenter un autre système. Bon, je vais passer un petit peu sur ça, sinon vous allez... Mais Blénac, eh bien, en septembre 78, pour la construction de Fort-de-France, eh bien, il répond à Colbert. Et il répond à Colbert et dit, ouais, il y a une révolte de nègres, mais j'ai envoyé mes troupes et nous en avons tué 10 à 12. Il ne connaît même pas le chiffre. Nous en avons tué 10 à 12 à coup de fil, nous en avons pendu 9, nous en avons oué une quinzaine, et 13 autres, nous les avons jugés pour les envoyer aux galères. Et puis il dit, bon, tous ces gens que j'ai arrêtés, eh bien, il faut les envoyer aux galères, parce qu'ils sont indésirables, et il faut bien entendu, comme les propriétaires les ont payés, eh bien, il faut rembourser les propriétaires. À la date du 14 novembre 1978, il indique qu'à la suite de cette révolte, il a procédé à une importante chasse aux nègres marrons. Il dit, j'ai envoyé les habitants, c'est-à-dire les colons, hein, contre les nègres révoltés. Et contre ces nègres révoltés, contre ces nègres marrons. Et tous les chefs ont été tués, noyés, oués, et quantité d'autres, et qu'il en reste peu dans les bras. Vous voyez bien les chiffres qu'ils donnent, c'est quantité d'autres, ils sont nombreux, ils ne donnent même pas les chiffres. Hein. Il vous dit, j'ai écrasé tout ça. Et à l'égard de la punition de mort qui frappe un blanc pour lui, il dit, mais en même temps, il ne faut pas les tuer parce qu'ils ont frappé un mort, un blanc. Il faut plutôt les envoyer dans une colonie qu'il n'y a à l'époque aucun croit encore, qui s'appelle Saint-Domingue, c'est-à-dire la future Haïti, parce qu'à l'époque, Haïti était 10 fois moins peuplé que la Martinique. Donc, toujours à la recherche d'éléments pour intervenir sur l'esclavage, Colbert dit « Sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les îles. » Il ne parle pas du mot esclavage. Pour la punition de leurs crimes. Il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport au nègre. Vous devez bien faire connaître l'usage observé jusqu'à présent dans les îles et nous donner votre avis sur ce qui devrait être observé à l'avenir. Et c'est ainsi qu'il rédige son fameux édit, qu'on appelle l'édit du 16 mars 1685, mais qu'il a rédigé dès 1683, parce que Colbert lui-même meurt dès 1683. C'est près en 1683. C'est cet édit, on va l'intituler l'édit du roi touchant la police des îles de l'Amérique française. Bien entendu, le Conseil souverain
enregistre ce texte tout de suite ici, parce que lui, il sait que ce texte lui permet de continuer l'esclavage. C'est surtout ça. Et il va l'appeler un texte qui concerne la discipline de l'Église et de l'État et la condition des esclaves dans les îles d'Amérique. J'insiste bien sur tout cela. Ce texte ne cesse d'évoluer. Je vous ai dit que c'est en 1718 qu'on appelle le Code noir. Mais je veux aller un peu plus vite pour dire quels sont les débats qui existent à ce moment, où nous en sommes quant à la répression des asservis, des esclaves, et où se place la réflexion sur ce qu'on appelle la condition des Noirs, je mets ça entre guillemets, et sur la traite négrière et sur l'esclavage. Alors il y a une grande œuvre qui est apparue au début de la colonisation par un dominicain qui s'appelle Jean-Baptiste Dutertre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il avait écrit quelque chose qu'il appelait l'État sur la condition des îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Christophe. Et il décrit dans 2 gros ouvrages la condition. Eh bien lui, il ne désapprouve pas le principe de l'esclavage. Il ne désapprouve pas non plus la traite négrière. Mais il parle des Noirs avec des termes pleins d'humanité. Vous allez me dire, ça leur fait une belle jambe. Ils sont esclaves et on parle d'eux avec plein d'humanité. Par exemple, il dit qu'il ne faut pas quand même dire que nos colons, nos habitants, il ne faut pas leur donner le reproche injurieux. Il ne faut pas dire qu'ils traitent des chrétiens, parce que les esclaves, on les baptise, ils sont chrétiens. Mais ils traitent des chrétiens comme des esclaves. Ils les achètent, ils les vendent, ils en disposent. Dans un pays où ils vivent selon les lois de la France, qui aborde la servitude sur toutes les nations du monde, et où tous les esclaves recouvrent heureusement la liberté perdue, sitôt qu'ils y abordent et qu'ils y touchent terre. Donc, il est au courant de ce qu'ils ont. Il dit, mais je me contenterai seulement d'en parler en historien. Vous voyez, bon, il y a un hypocrite, un historien qui vous voyez, ils sont hypocrites, les historiens. On va aller en historien, et je vais faire connaître au lecteur la condition de ces pauvres misérables dont nos Français se servent dans les îles. Et d'autant que ces esclaves sont le plus beau bien des habitants, puisque toutes les richesses du pays viennent de leur travail. Donc ils voient bien les choses. Et qu'ils font aujourd'hui une partie très considérable des Antilles par leur nombre qui excède de beaucoup celui des Françaises. J'ai cru être obligé de faire un petit traité particulier sur leur conduite et leurs mœurs dans cette histoire naturelle pour la rendre achevée dans toutes ses parties. Alors, il dit, il a décrit les esclaves pour montrer quelles sont leurs mœurs, etc. Mais c'est véritablement chez les nègres que nous déplorons les misères effroyables qui sont attachées à la servitude. Les nègres seuls en portent toute la peine, et comme si la noirceur de leur corps était le caractère de leur infortune, on les traite en esclaves, on les nourrit comme on veut, on les pousse au travail comme des bêtes, et on en tire de gré ou de force jusqu'à la mort tout le service dont ils sont capables. Vous voyez, ces propos, bon, sont à un niveau vraiment très général, et puis ils ne sont pas très engagés dans une condamnation de l'esclavage. Par contre, il faudra relire les griefs contestataires et sans aucune ambiguïté du capucin Épiphane de Moirant, dont je vous parle, qui s'élabore quelques années plus tard, après celle de Jean-Baptiste Dutertre, sur les Antilles. Nous sommes à un moment où la traite négrière a encore pris de l'ampleur et fait de la colonisation une entreprise intrinsèquement esclavagiste. Maintenant, on colonise, mais on colonise par l'esclavage et avec l'esclavage. Son écrit, l'écrit d'Épiphane, est carrément abolitionniste. Et il a été rédigé entre décembre 1681 et janvier 1682. Le capucin Épiphane de Moirant avait séjourné en Martinique en 1678, au moment des fameuses révoltes
dont je vous parlais tout à l'heure, que Blénac raconte à Colbert. Il y fut choqué par la répression conduite par le gouverneur de Blénac à l'égard des Noirs, et il fut choqué aussi de la répression. Et il poursuivit son ministère plus tard à Grenade puis à Saint-Vincent. Bon, je vais en parler un petit peu plus tard et plus loin pour aller un peu plus vite. Mais sa supplique, par contre, avait été rédigée en latin. Je vous expliquerai pourquoi il l'a rédigée en latin. Ce qui fait que le texte est resté confiné à aux hautes sphères du monde religieux et que par conséquent, on n'a pas connu ce texte. Ce texte n'a été rendu public qu'en 1981. À ce moment, on a connu ce texte et qui a été traduit d'ailleurs par un Martiniquais, d'ailleurs le professeur Robert Lapierre, et qui a été publié depuis. Voilà donc un texte qui se trouve aux archives du Vatican et que, naturellement, qui est reproduit. Alors maintenant, on le connaît, ce texte. On peut comprendre, mais s'il n'est pas été compris. Ce texte a été longtemps méconnu. Alors, je vais vous parler d'Épiphane de Moirant. Moi, je ne bouge pas. Alors, il faut voir le nom. Bon, j'espère que cette fois, ça va marcher. On va voir. Ça va, vous entendez mieux? Oui, ça va. Moi, je ne vais pas bouger. Pas Brennan. J'essaie. Pas Brennan, pas Brennan. Donc, j'essaie de... Épiphane de Moirant, il s'appelle Épiphane Duno. On l'appelle de Moirant parce qu'il est né dans un village du Jura qui s'appelait Moirant en Montagne, qui existe toujours d'ailleurs, qui n'est pas très loin de la fameuse prison, oui, qui n'est pas très loin de la fameuse prison où on avait mis le fort de Joux, où on avait mis Toussaint Louverture. Eh bien, il devient religieux capucin en 1665, il avait 21 ans, et il devient capucin à Vesoul. Et puis, il se met à étudier très sérieusement à Vesoul, et pendant 12 ans, et il obtient le diplôme d'orateur. Orateur, c'est-à-dire prédicateur, par conséquent, et il devient un prédicateur, et il obtient une lettre d'obédience pour aller faire une mission vers la France équinoxiale. Vous entendez là? Oui, c'est bon. Je ne suis pas assez près du micro. Non, c'est bon. Oui. Non, c'est ceux du fond. Non, c'est bon, c'est impeccable. Alors, une lettre d'obédience pour une mission à la France équinoxiale, c'est-à-dire Cayenne. Il veut aller à Cayenne, dans les îles. Celle-ci, mais il ne peut pas aller à Cayenne en 1676, parce que juste à ce moment, Cayenne est occupée par les Hollandais. Cayenne est occupée par les Néerlandais. Donc, il ne part que 2 ans plus tard, en 78, il a 34 ans, et comme on envoie aux îles d'Amérique, eh bien, il doit d'abord arriver en Martinique, où le gouverneur, Blénac, doit lui donner sa mission pour aller à Cayenne. Donc, il arrive ici. Et lorsqu'il arrive ici, comme il n'a pas sa langue dans sa poche, juste au moment où il y a la répression, eh bien, il est en cancan avec Blénac, et il lui dit tout prêtre qui accepte de l'esclavage, eh bien, doit être excommunié. Et tout gouverneur qui est pour l'esclavage ne va pas recevoir la communion. On refuse donc déjà, c'est sa première. Ce qui fait que lui, Blénac, n'est déjà pas très content, et Blénac va tout de suite lui dire, bon, ben, on va t'envoyer, mais non pas à Cayenne, parce qu'à Cayenne va nous embêter, on va t'envoyer à Grenade. Grenade, c'est une toute petite colonie où il n'y a pas beaucoup de Français, il y a à peu près 1000 Français, là, à ce moment-là, et il y a à peu près 300 ou 400 nègres. On envoie à Grenade.
Mais une fois qu'il est arrivé à Grenade, il se rend compte qu'il s'ennuie là, tout de suite. Au bout de 2 mois, il prend le bateau avec les Kalinago et il va à Saint-Vincent, qui est à côté. Et Saint-Vincent, c'est le territoire où les nègres sont libres. Et où en particulier, il y a une bataille terrible entre ce qu'on appelle les esclaves noirs, ceux qui deviendront plus tard les Garifounas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais je ne vais pas faire la parole ce soir. Et il y a une bataille entre les esclaves noirs, les Caraïbes noirs, on appelle les Caraïbes noirs, et les Caraïbes rouges dans ce pays. Et ces Caraïbes noirs qui reçoivent les marrons, eh bien lui, Blénac, estime, non, je parle bien de Blénac, lui, Blénac, estime que ces Caraïbes noirs qui sont là, qui reçoivent les marrons, ne sont pas des gens libres, puisque ce sont des nègres. Et il discute avec ces Caraïbes noirs, il leur dit, mais venez, on va discuter avec vous, venez en Martinique, on va discuter. Et ces Caraïbes noirs viennent en Martinique pour rencontrer Blénac, pour discuter, et il les emprisonne, et tout de suite, il les met en esclavage. Et ça, alors ça, lui, Épiphane de Moiran, alors là, il fait une protestation extrêmement terrible, et puis on n'entend plus parler de lui, parce qu'à Grenade, le représentant de Blénac le poursuit. Alors, effectivement, il repart en bateau, et il va sur la terre ferme, il ne peut pas aller à Grenade, il va donc dans la région de Cumaná, c'est au Venezuela, l'actuel Venezuela. On appelait ça à l'époque la Nouvelle-Andalousie. Et à Cumaná, il va dans la tribu des Calinas, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine des Kalinago et des Arawak, mais surtout des Kalinago. Et là, il se rend compte que les Kalinas sont eux aussi très maltraités. Et là, alors là, il ne peut pas accepter, et il se met encore à critiquer les Espagnols, parce que c'est une colonie espagnole. Il se met à les critiquer, et on l'arrête sous prétexte que c'est un espion français, que par conséquent, il a été envoyé par la France, et qu'il veut casser l'esclavage dans les colonies espagnoles pour pouvoir casser la puissance espagnole face à la France. Il est donc arrêté et il est envoyé à ce moment à La Havane, qui est le siège pour les Espagnols des colonies de la Caraïbe. Et on l'envoie donc à La Havane, et lorsqu'il arrive à La Havane, eh bien, il rencontre dans la prison, on l'a mis dans un petit monastère que si vous allez un jour à La Havane, ou si vous êtes déjà allé, derrière El Capitolio à La Havane, il y a un petit monastère derrière. Hein, et ben c'est là qu'il est mis en résidence, dans ce petit monastère à La Havane. Et là, il rencontre un autre qui est capucin lui aussi, mais qui lui est espagnol, qui s'appelle Francisco José de Racra, qui a les mêmes positions que lui, et qui lui aussi, et tous les deux, ils décident de s'attaquer au gouvernement espagnol. Alors là, ça ne va plus, on décide de les enfermer, non plus d'être en résidence, mais de les enfermer. Alors ils disent, mais non, attention, nous avons une lettre du pape qui nous a donné, à nous tous les deux, une mission. Donc il faut que nous puissions plaider notre cause devant la mission. Alors on décide de les envoyer en Espagne. On les envoie en Espagne, mais on les met sur 2 bateaux séparés pour qu'ils ne continuent pas à causer. Et même si c'est le même voyage, puisque les Espagnols voyageaient toujours dans des escades de 20 ou 30 navires. Pourquoi? C'était pour éviter les flibustiers. Parce que comme ils ramenaient l'or, c'est à La Havane qu'on ramenait l'or qui venait d'Amérique latine et qui venait de Veracruz. Donc
on les ramène sous 2 bateaux séparés et on décide de les juger dans 2 villes différentes. D'abord, Accra, on l'envoie à Salamanque, et lui, Épiphane, on l'envoie à Séville, devant le Conseil des Indes. Et devant le Conseil des Indes, là aussi, ils se défendent très durement, et en disant, mais nous sommes des religieux, nous devons aller, nous, devant le pape. Et c'est là qu'il se met à écrire, Épiphane de Mohammed, ce fameux texte qui s'appelle « La liberté pour les Noirs esclaves et le droit des Noirs d'être libres ». C'est cela, il se met à écrire ça. C'est important de parler de ce texte, et c'est ce que je vais faire avant de conclure et avant vos débats, pour les questions que vous allez poser. Alors le texte est intitulé Servi liberi, seum naturalus municiporum libertatis justa defensio, c'est-à-dire la défense juridique des. Alors servi liberi, ça veut dire les nègres libres. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de jeu de mots qu'il fait, et il dit que, alors on a traduit ça par les esclaves libres ou la défense juridique de la liberté naturelle des esclaves. Le titre ne traduit pas complètement ce qu'il a dit, mais traduit quand même ce qu'il dit. Et c'est ce texte qui est important. Alors, je vais quand même vous dire l'argumentaire et les éléments de cela. Dans son argumentaire, il l'annonce d'ailleurs dès l'introduction, il dit « Voilà les conclusions auxquelles je suis arrivé et qui sont importantes. 1. Personne ne doit acheter ou vendre aucun des esclaves d'Afrique communément appelés nègres. » Ça, c'est son premier point. 2. Tous ceux qui les possèdent sont tenus de les libérer, sous peine de damnation éternelle. 3. Les maîtres sont tenus, en les libérant, de leur donner réparation de leurs travaux et de leur en payer le prix. 4. Les nègres qui séjournent au pays des Indes, c'est-à-dire dans les Indes occidentales, dans les Antilles, et sont les travailleurs de propriété privée, nommés par les Français sucreries, on dit on les fait travailler dans des sucreries, et par les Espagnols increios, comme il a vécu en territoire aussi, sont tenus par le droit naturel divin de s'en aller. Donc, il justifie le marronnage. Il dit le droit naturel divin. Ils sont tenus de s'en aller. Et ils sont tenus de se rendre en des lieux où ils puissent prendre soin de leur salut éternel. 5e point. Pour cause de violation du droit commise à l'encontre des nègres enlevés de leur pays et transportés aux Indes, les princes chrétiens, donc là c'est à Fauroy, les princes chrétiens s'enfuiront de leur propre terre et ils les perdront. Les évêques et les membres du clergé devront quitter aussi en franchissant les mers en fugitifs. Et les chrétiens deviendront des prisonniers et des esclaves. Les chrétiens qui possèdent des esclaves deviennent des prisonniers et des esclaves. Voilà les thèmes qu'il va développer et les conclusions à laquelle il va arriver. Et ça, il écrit ça en 1681, avant même la rédaction, j'insiste, de ce qu'on a appelé le Code noir, ici. Mais ce texte, comme je l'ai dit, n'était pas connu, on ne le connaît que depuis 1982, lorsqu'il a été... Alors, voici les thèmes qu'il développe. Dans son prologue, il raconte... Alors, c'est un texte que vous pouvez trouver aux archives de la Martinique, il se vend. Si vous avez la force de le lire,
je pense que Nathalie l'a lu, non, en partie. Eh bien, ce texte, vous pouvez le trouver parce que ça a été publié dans la Société d'Histoire de la Martinique il y a quelques années. Et il dit, étant vu, entendu, prouvé, établi par les faits, les actes criminels d'injustice, d'oppression, de cruauté, d'inhumanité et d'impiété perpétrés à l'égard des esclaves en un tel nombre et si énorme aux Indes occidentales, dans les îles d'Amérique et dans les pays du continent, et dont les auteurs étaient des Espagnols et des Français, chrétiens et catholiques. Donc, et il raconte tout cela. Je ne rentre pas dans les détails. Au chapitre 1, il dit, revenons au point de détail. Et là, il raconte toute une série de forfaits qu'il a relevés dans les différents pays. Au chapitre 2, il dit, c'est son argumentation, les nègres d'Afrique sont devenus esclaves contrairement au droit naturel. Son argumentation, c'est qu'ils sont esclaves contre le droit naturel. Ça, c'est le premier argument. Au chapitre 3, il dit la mise en esclavage des nègres d'Afrique est contraire au droit divin positif. Alors, il parlait du droit naturel, là, il dit c'est contraire au droit divin positif. Au chapitre 4, il dit les nègres sont esclaves contrairement au droit des gens. Il parle de la règle qui existe en France et qu'on n'applique pas. Donc, c'est une argumentation extrêmement solide qu'il mène. Au chapitre 5, il examine les autres titres où on a fait soi-disant l'esclavage légal, en disant que c'est à la suite d'une guerre, c'est une bagarre, etc. Alors il examine tout ça, il dit tout ça n'est pas normal. Et puis, au chapitre 6, il examine les thèses des adversaires. Il le fait d'ailleurs au chapitre 7, 8, 9 et 10. Il examine ce qu'a dit Avendano, qui est un prêtre, mais qui est partisan de l'esclavage. Molina, Rebellus. Et il condamne tous ces arguments. Et au chapitre 11, il dit réfutation des excuses de ces gens-là. Et il se met à réfuter leur... Et au chapitre 12, c'est là où il développe les arguments dont j'ai parlé tout à l'heure. Il dit les maîtres sont tenus de restituer les fruits des travaux honnêtes. Tout ce que vous avez gagné, il faut redonner. Il faut redonner honnête. Au chapitre 13, les maîtres sont tenus non seulement de restituer la liberté et le prix des travaux, mais aussi de payer pour les bénéfices et pour les dommages. Au chapitre 14, à la fin, il dit suite de l'obligation de restituer et il rentre dans toute une série de détails. Ce document exige par conséquent l'abolition totale de l'esclavage des Noirs, l'octroi aux Noirs des terres qu'ils ont labourées, le dédommagement pécuniaire à chacun pour les mauvais traitements subis, les paiements, restitutions, dédommagements, c'est tous les termes, qui sont à transférer aux ayants droit des esclaves déjà décédés. D'ici ils sont décédés, il faut donner à leurs enfants. Sans limitation ni du temps écoulé à partir de l'abolition, ni du nombre de générations s'étant succédé depuis. C'est-à-dire qu'il faut, y compris, voir les générations. Je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas un combat qui est mené aujourd'hui, pour ce qu'on appelle la réparation. Mais, donc vous avez là, de la part d'Épiphane de Moirant, une vraie politique de réparation. Mais alors le procès qui a commencé devant le Conseil des Indes, eh bien, ça traîne dans les deux villes, Séville et Salamanque-de-Lille, et il demande à se rendre à Rome pour plaider la liberté des Noirs et mettre en cause les fondements de l'esclavage. Et là, ils arrivent à Rome, devant le Saint-Office, mais on les reçoit pas. Mais ils sont en prison. Et on les met en prison jusqu'en mai 1685, c'est-à-dire après qu'on ait sorti l'édit de mars 1685. Et Épiphane de Moirant gagne la France, puisqu'on l'envoie en France, on lui dit
Il ne peut pas rester aux Antilles, dans les îles, etc. On l'envoie en France et il meurt. En 1689, il est âgé seulement que de 44 ans. Et son ami Francisco José de Graca, eh bien, il meurt l'année suivante, en 1690. Lui aussi, il n'a que 44 ans. Je termine sur leur mort. Bon, je ne veux pas être plus long, mais je pense qu'il était important de parler de ce personnage qui me paraît extraordinaire. Alors, des fois, on veut donner des noms de rues à des personnages. Voilà pour moi un personnage qui mérite vraiment d'être connu dans l'histoire de la Martinique, parce que c'est à partir d'une histoire qu'il a faite à la Martinique, dans l'histoire de l'esclavage, mais c'est surtout le premier abolitionniste français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Et on ne parle pas de ce personnage qui a eu une importance extraordinaire. J'attends vos questions. Merci.